Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Culture du renseignement. Collection dirigée par Éric Denessé. La collection Culture du renseignement est consacrée à l'ensemble des domaines dits de la guerre secrète, renseignement et contre-espionnage, actions clandestines et opérations spéciales, interception et décryptement, guerre psychologique et mystification, et à leur impact sur les sociétés, les systèmes politiques et les relations internationales. Déjà paru. Hervé Cosquet, Abus et détournement du secret défense, l'Harmattan 2007. Serge Bayard, Voyager en toute sécurité. Vadémécum du voyageur et de l'expatrié, l'Harmattan 2006. Alain Charret, Écoute radioélectrique et renseignement, l'Harmattan 2006. Gérald Darbois, Fragment de la vie de Charles Schulmeister de Meneaux, 2003. Texte rassemblé par Sophie de Lastour, Le chiffre, le renseignement et la guerre, acte du colloque de l'Historial de Péronne, mars 2001, 2002. Frédéric Moser et Marc Bory, Intelligence stratégique et espionnage économique, côté pile et face de l'information, 2002. Thierry Vareille, Encyclopédie du terrorisme international, 2001. Éric Denessé, Le nouveau contexte des échanges et ses règles cachées, Information, stratégie, guerre économique, 2001. Centre d'études d'histoire de la défense, des réseaux et des hommes, publication des conférences 1999-2000 de la Commission Histoire du renseignement du CEHD, 2000. Jean Deuve, Le service de renseignement des forces françaises du Laos, 1946 à 1948, 2000. Gilbert Bloch, Renseignement et intoxication durant la Seconde Guerre mondiale, l'exemple du débarquement, 1999. Citation. Quelle que soit votre vie future, faites qu'elle soit utile. Pour cela, attachez-vous à réaliser un progrès. Si modeste qu'il puisse vous paraître, dans l'œuvre que vous aurez choisie, soyez certain que vous aiderez ainsi au bien-être général. Gustave Eiffel, 1889. Remerciements. Je tiens à exprimer une profonde gratitude à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans ma démarche, en acceptant de me recevoir et de me donner des conseils avisés, tant pour mon travail qu'au nom de la profession des agents de recherche privés tout entière. Qu'ils soient remerciés ici pour leur coopération, leur disponibilité, leur sincérité et pour avoir su m'insuffler le courage nécessaire pour mener à terme des recherches approfondies. Ces remerciements s'adressent tout particulièrement à Jean-René Contard, ancien cadre de la mission sûreté d'EDF. Éric Denessé, sans qui ce livre n'aurait pas vu le jour. Serge Dintreau, ancien procureur de la République près le TGI de Melun, avocat général près la Cour d'appel de Melun, maître de conférence à la Faculté de droit Paris 2 Assas Panthéon Unité de Melun. Patrick Faure, ancien journaliste d'investigation accrédité à la préfecture de police de Paris, membre de la presse judiciaire, ancien conseiller de la ville de Paris. Rémi Février, expert en intelligence économique, ancien responsable de l'enseignement de l'IERSE à l'école militaire. Michel Forget, ancien détective privé, président honoraire du SNARP. Ifik Le Picard, breton aux idées utiles autant qu'intéressantes. Pierre Monzani à un Sénat, ancien directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité INHES, préfet de Seine-et-Marne. Noël Ponce, inspecteur des impôts retraité et ancien conseiller au service central de prévention de la corruption SCPC, auteur de nombreux ouvrages sur la lutte contre la corruption. Bernard Wiesenfeld, docteur en physique nucléaire, écrivain. Les membres du GDS 5 qui se reconnaîtront. L'ensemble des adhérents du SNARP, pour leur amical soutien dans mes fonctions et leurs encouragements personnalisés. Mes amis corses et le gardien du cimetière du Père Lachaise. PREFACE. Le livre de Jean-Emmanuel Derny, détective et président du SNARP, est avant tout un livre d'un grand professionnel qui met à la portée de tous les arcanes d'un métier complexe aux règles souvent contraignantes. Je le connais de longue date de par sa carrière professionnelle. En s'appuyant sur son expérience exceptionnelle et avec un souci constant d'objectivité, il explique, questionne, ouvre des pistes, envisage des solutions pour améliorer une situation préoccupante,
À l'heure où nous sommes confrontés à une montée de l'insécurité et un manque de respect des règles par une partie de la population ayant perdu ses références éthiques et morales. L'agent de recherche privé, ARP, plus communément appelé détective privé, fait partie de ces métiers méconnus bien qu'essentiels pour le bon fonctionnement de la société moderne. Trop souvent assimilé à l'univers des romans noirs de Raymond Chandler, ou ramené à des histoires d'infidélité conjugale chères aux comédies de boulevard, l'investigation est une profession à part entière qui nécessite une formation adaptée et des compétences réelles. Malheureusement, elle n'intéresse guère les journalistes assoiffés de sensationnels qui n'hésitent pas, pour faire un scoop, à bafouer les libertés fondamentales comme la présomption d'innocence et la vie privée. C'est un métier difficile qui exige des qualités bien particulières de patience, d'organisation, de persévérance, de savoir-faire et surtout d'observation. Elle est l'une des rares professions dans la sécurité, exigeant un agrément de qualification professionnelle pour les dirigeants et les salariés. De surcroît, la loi de 1983 qui définit ses conditions d'exercice et l'encadre juridiquement, prévoit un agrément d'État délivré par le préfet qui est immédiatement retiré en cas de faute prouvée. Dernier recours pour la personne ou l'entreprise en détresse, ce métier construit sur une relation de confiance réciproque dans le strict respect du secret professionnel, n'a pas d'obligation de résultat mais de moyens pour une action contractuelle qui se doit d'être légitime, légale et loyale. Pouvant apporter la preuve permettant de défendre des intérêts de droit privé, voire pénal devant la justice, il se retrouve souvent détenteur de secrets partagés avec les avocats et d'informations sensibles avec des services de l'État. Pourtant, même si la licence professionnelle européenne ouvre la voie vers un statut d'auxiliaire de justice, cet agent travaillant au service des entreprises et des professions juridiques n'est pas protégé des dérives judiciaires ou policières comme le sont les huissiers, les avocats et les médecins. Compte tenu des outils et des moyens existants, l'ARP a très peu de moyens légaux pour travailler. S'appuyant sur les lois, décrets et jurisprudence qu'il doit connaître parfaitement, il doit fournir des preuves libres pour prouver des faits juridiques, éclairer les lumières du juge ou permettre une ordonnance sur requête ou une sommation interpellative. L'auteur nous rappelle utilement quelques techniques d'action, l'utilité de logiciels de recherche adaptés et des moyens d'enregistrement, en insistant à travers divers exemples, dont celui de la mort de Lady Di, sur les difficultés inhérentes à ce type d'opération. Il insiste également sur la qualité nécessaire du rapport d'enquête qui peut être présenté à la justice, et doit s'appuyer sur les principes de liberté de la preuve et de la contradiction. Utilisant les conditions du divorce d'aujourd'hui, il en profite pour évoquer les preuves apportées par les témoignages, la vidéo, les photos et les messages électroniques. La Cour européenne des droits de l'homme est devenue la référence pour préserver les libertés fondamentales du citoyen, mais l'on est bien obligé de constater que, parallèlement à la défense croissante de cet idéal vertueux, notre système développe une grande et petite délinquance au mépris des libertés du citoyen. Nous vivons l'émergence d'un nouveau système structuré dans l'illégalité grandissante d'un quotidien, dans lequel les sociétés grises triomphent en s'appuyant sur une corruption qui se généralise. Force est de constater que les PME sont démunies face à la montée de cette criminalité en tout genre, et plus particulièrement à ces incivilités répétitives qui n'intéressent personne mais les ruinent. L'auteur recommande aux ARP de s'occuper de cette petite délinquance et, constatant l'absence de protection légale, préconise avec réalisme la recherche de solutions justifiant une activité privée d'auxiliaire de justice inexistante dans les lois actuelles. Ceci l'amène également à aborder le problème de la déontologie, avec la publication du code officiellement reconnu par toute la profession et le Conseil d'État, tout juste rédigé par le CNAPS. Face au développement rapide de la délinquance en col blanc, et aux nouvelles possibilités offertes aux huissiers et aux agences d'intelligence économique, l'agent de recherche privé doit faire évoluer son rôle pour y intégrer celui de conseil de l'entreprise pour la défense de son capital immatériel, la sécurité de son système d'information et l'acquisition légale de renseignements utiles. Mais les agents de recherche privés souffrent dans notre pays de distorsions de concurrence face aux grands cabinets de conseil et d'audit, aux cabinets d'intelligence économique, ou aux sociétés américaines, russes ou espagnoles qui disposent d'informations fournies par leurs administrations,
sans oublier l'association de lutte contre la fraude à l'assurance qui bénéficie de certaines libertés particulières rappelées par l'auteur. Face à la disparité entre les législations des États sur la profession d'enquêteur privé et son environnement, il est temps que ceux-ci ouvrent en Europe leurs prérogatives et accordent un accès identique à un certain nombre de moyens qui sont bien identifiés. Mais ceci suppose également l'établissement de contreparties, que ce livre essaie d'énumérer. Tout au long du livre, l'auteur analyse la profession et son organisation sans exclusive tout en mettant en exergue les passerelles qui ont pu se construire avec les donneurs d'ordre, les sociétés de sécurité privée et l'administration. Il consacre par ailleurs un long chapitre aux affaires de pantouflage, de tricoche et d'escroquerie qui polluent l'image du métier, ce qui lui permet de remettre fermement les pendules à l'heure. Il aborde également sans fioriture les problèmes posés par certaines incohérences de la loi de 2003 et celles qui ont suivi, dont il conviendrait de revoir certains articles. De même, il souligne la difficulté d'appliquer les recommandations de la CNIL dans le cadre spécifique de ce métier, compte tenu des contradictions que ceux-ci génèrent, ne serait-ce que sur les fichiers et la conservation des dossiers. Dans cet esprit, il analyse longuement la création et les spécificités du CNAPS dont il attend visiblement beaucoup comme force de réflexion et de proposition pour améliorer la situation actuelle, fédérer les divers acteurs et pallier aux lacunes des lois et décrets récents. Appliquant une théorie mise au point par l'INSJ à ses débuts, l'auteur insiste sur la nécessité d'une coproduction de la sécurité entre public et privé dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. Cela suppose de réfléchir à la meilleure manière de travailler ensemble en se répartissant le travail pour tenir compte des contraintes actuelles, tant au niveau humain que financier, chez chacun des acteurs. Mais cela implique aussi que le privé apporte une complémentarité réelle au public en veillant à ce que les intérêts privés n'étouffent pas l'intérêt général. De même, un rapprochement entre les détectives, les avocats et les huissiers serait sans nul doute profitable aux trois parties. En conclusion, ce livre sans concession, issu de l'expérience, est une mine d'or aussi bien pour celui qui veut comprendre ou apprendre ce métier que pour celui qui cherche des pistes pour l'améliorer et répondre aux attentes de la profession et de ses clients en ce début de XXIe siècle. À l'heure où la France a redécouvert l'importance du renseignement sous toutes ses formes avec le livre blanc de la défense, il est utile qu'un livre sur les agents de recherche privés les positionne et rappelle leurs capacités multiples. Il est temps qu'ils soient pleinement reconnus et puissent collaborer totalement à leur niveau à la compétition mondiale dans laquelle la France a toute sa place, et au bien-être de nos concitoyens malmenés par la crise et la perte des valeurs sociétales. Alain Juillet, président du Club des directeurs de sécurité des entreprises, CDSE. Avant-propos. L'importance de reconnaître les détectives en Europe. Les dernières années ont été très importantes dans l'évolution du renseignement privé, à la fois dans la découverte de ses dérives mais également de son utilité, pour ne pas dire de sa place indispensable dans notre société. Jamais l'État ne s'était autant intéressé à améliorer cette profession pour laquelle aucun texte de loi ou presque n'était sorti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les détectives privés ou agents de recherche privés sont, par définition, méconnus du grand public. Leur image est parfois ancrée dans le fantasme collectif d'une profession connue sous l'angle télévisuel d'autrefois, décrit à mi-chemin entre les policiers qu'ils auraient pu être et les bandits qu'ils poursuivent. En France, l'esprit latin fait résonner le mot détective privé comme une activité à la limite de la légalité, voire malsaine. En fait, il n'en est rien. À l'inverse, leur profession peut devenir un réel outil d'aide à la démocratie. Le détective privé intervient à chaque fois que le citoyen, la PME ou encore la grande entreprise a besoin d'apporter la preuve légale pour défendre des intérêts de droit privé devant un juge. Il est alors bien souvent le dernier recours de justice. Ce n'est pas l'image d'Épinal du gros méchant qui veut jouer à Zorro. Le petit a aussi le droit de défendre ses intérêts. En matière de droit civil, le rôle de la police n'est pas d'intervenir pour défendre des intérêts d'affaires privées, familiales, commerciales, industrielles, etc. Le citoyen pourrait alors lui reprocher de dépenser l'argent du contribuable. En droit pénal, pour des délits mineurs, policiers et gendarmes répondent souvent qu'ils n'ont ni le temps ni les moyens pour agir.
Qui d'autre alors, que l'agent de recherche privé, peut défendre légitimement ses intérêts privés? Il n'est pas question ici d'une justice pour les riches et d'une autre pour les pauvres, comme le prétendent certains politiques ou journalistes. Cela n'a rien à voir. L'argument serait aussi ridicule que de confondre la mission d'un fonctionnaire de l'enseignement et le soutien scolaire privé. C'est pour ces raisons que la profession souhaite être reconnue plus positivement et obtenir de réels moyens utiles au bon fonctionnement de ses activités. Tôt ou tard, l'Europe devra adopter une politique commune d'harmonisation de la reconnaissance des métiers du renseignement privé. La profession ne se limite plus aux affaires familiales qu'elle traitait dans les années 1970. Elle détient aujourd'hui des informations touchant directement aux droits de la défense de tout citoyen ou toute entreprise, notamment dans le cadre d'un secret partagé avec les avocats. La profession peut avoir accès à des informations sensibles qui pourraient porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Union. L'administration pense que l'ensemble de la profession ne représente rien en termes de poids économique ou de nombre de salariés, face à l'ensemble des métiers de la sécurité privée. Cela est vrai. En revanche, cette profession du renseignement privé pèse très lourd en termes de connaissance de secrets privés d'entreprises et de particuliers. Les pays européens soutiennent la profession, mais il règne une grande disparité concernant les prérogatives des enquêteurs privés, selon les États membres. En France, la loi a pris en compte cette profession en 2003 en l'intégrant avec les métiers de la sécurité privée. Certains confrères et syndicats contestent cela aujourd'hui, mais pourquoi n'ont-ils pas agi à l'époque? Pourquoi ce combat ridicule d'arrière-garde? Il est donc très populaire en France de se plaindre au lieu d'agir, et avec un train de retard? Les dernières années ont été très riches en événements majeurs pour la profession, comme la création du CNAPS, la mise en place d'un code de déontologie opposable aux juges, l'audit de la formation par l'Inspection générale de l'administration, un nouveau code NAF spécifique, le projet de remanier la loi de 1983, le maintien de reconnaître cette profession comme libérale et la publication de nombreux textes légaux d'un encadrement plus précis. Tous ces éléments clés sont abordés dans ce livre. Il est temps d'harmoniser et d'autoriser, de façon contrôlée, certains accès administratifs aux professionnels du renseignement privé dans le cadre de leurs enquêtes. Si les élus de l'Union ne souhaitent pas voir se multiplier des affaires impliquant leurs administrations avec des barbouzes, ils ont tout intérêt à mieux reconnaître, défendre et protéger les ARP agréés. Ils devront alors rédiger des textes de loi pour les aider dans leur mission de droit civil, voire pénal, en les reconnaissant davantage et en leur donnant un accès contrôlé et réglementé à des informations administratives, au-delà de celles du simple citoyen. On peut alors se poser la question: quel est l'avenir d'une démocratie sans renseignement privé? De plus, la profession elle-même s'est prise en charge dans son organisation et a globalement réussi à se réunir autour d'exigences communes telles que la création d'une branche professionnelle, d'une convention collective encadrée par une organisation nommée Commission paritaire nationale pour l'emploi des agents de recherche privés. Peu d'ouvrages ont sérieusement et honnêtement abordé les pourtours de cette profession inconnue, de la législation qui en définit les facettes aux réalisations de missions. L'auteur s'applique à faire connaître les détails du rôle de l'enquêteur. Tout y est passé au crible. Les lacunes, les erreurs humaines, les conditions d'exercice d'une telle activité. Il aborde les fonctionnements de cette profession, l'historique des organisations professionnelles, les formations, les acteurs historiques et actuels, les dérives. Il nous livre sans concession les réponses à une question naturelle. Pourquoi les détectives privés n'ont-ils pas obtenu plus rapidement la reconnaissance qu'ils méritent? L'analyse est pointue, brillante, sans fard. Elle est étayée par de nombreux faits réels. Que le lecteur soit passionné de Vidocq ou de son héritage, qu'il soit professionnel ou acteur de la justice, il trouvera dans cet ouvrage des réponses complètes et actuelles. À travers cette photographie de la condition du détective d'aujourd'hui, chacun d'entre nous a l'occasion d'apprendre ce qu'il ignore, de découvrir ce qu'il ne peut pas voir et de participer à l'engagement d'une reconnaissance concrète. Aussi, je remercie Jean-Emmanuel Derny qui seul, enrichi d'un cursus original et brillant, a eu l'ouverture et le courage de parcourir remarquablement la profession de détective privé, levant ainsi les tabous et les idées préconçues, non sans humour,
parfois subtils, voire codés pour les professionnels. Il n'a pas hésité à pousser les portes des ministères qu'il connaît bien, surtout l'intérieur, pour se documenter et s'informer, et ainsi mieux nous faire partager les fruits de son travail. Cet ancien ingénieur en électronique, après avoir parcouru l'Asie et le continent américain, puis piloté des grands projets dans l'univers des centrales électriques et des sous-marins nucléaires, est devenu directeur d'enquête et fondateur de Roche Investigation. Il est titulaire de la récente licence Sécurité des biens et des personnes, spécialité enquête privée, de la faculté de droit Paris 2 Assas Panthéon, unité de Melun. Il est auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale, IHEDN. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il est également diplômé de l'Institut national des hautes études de sécurité et de la justice, INESJ, et de l'Institut supérieur européen du lobbying, ICEL. Il a enchaîné avec le cursus de l'Institut d'études et de recherche pour la sécurité des entreprises, IERSE, Intelligence économique en collaboration avec l'Université Paris 1 Sorbonne et la Direction générale de la Gendarmerie nationale, à l'École militaire de Paris. Pourtant, il n'hésite pas à affirmer que ce métier d'enquêteur privé est l'un des métiers les plus complets et les plus complexes qu'il ait exercé. Il faut savoir tout faire, depuis le cœur du métier jusqu'à la gestion de l'entreprise, en passant par la négociation commerciale, la communication, le conseil juridique, la rédaction des rapports, la comptabilité, la gestion, la photographie, l'informatique, la bureautique, le juridique, etc., et même parfois le ménage du bureau, sans oublier d'être extrêmement réactif pour son client et savoir prendre des décisions, parfois graves, au quart de seconde et en permanence, tout en sachant traiter plusieurs dossiers simultanément. Bref, tout ce que l'on ne dit pas aux débutants. C'est le revers de la médaille du plaisir d'être indépendant et décideur, nous confie-t-il avec un clin d'œil complice. Jean-Emmanuel Derny, président du syndicat national des agents de recherche privés, le SNARP France Détective, est également membre de la World Association of Detectives, WAD aux États-Unis, permettant de développer les liens d'un réseau professionnel de par le monde. Il s'est donc pleinement engagé pour la défense de l'image de notre profession et de notre syndicat. Militant actif, il défend et porte les intérêts de la profession des agents de recherche privés, ARP, jusqu'au plus haut niveau du Parlement européen. Il a su trouver et ouvrir les bonnes portes au bon moment, pour défendre et représenter les intérêts de notre profession, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Il a pris le temps de rencontrer et d'écouter attentivement toutes les personnes en exercice qu'il cite dans son livre. Je suis très heureux de lui avoir passé le flambeau de président, lors de notre Assemblée générale, après qu'il ait été notre secrétaire général de 2005 à 2010. Jean-Emmanuel a été désigné par toute la profession pour représenter les ARP au Conseil national des activités privées de sécurité, NAPS. Samuel Matisse, directeur du groupe Abeille. 8e président du SNARP. Président de l'École supérieure des agents de recherche privés. Chargé d'enseignement à l'Université de Nîmes. Membre du CIAC Sud-Ouest du CNAPS. Introduction. Les Français ont besoin de héros, pas de modèles. Sherlock Holmes, Philippe Marlowe, Nestor Burma, Hercule Poirot, Monk, Tintin et les autres, les noms de détectives privés parsèment la littérature et continuent de faire vibrer plus d'un lecteur. Qui n'a pas rêvé un jour de se glisser dans la peau de l'un de ces personnages intrépides et futés, pour débusquer l'assassin? Mais en y regardant de plus près, les seules figures romanesques donnant l'image de privés réellement intègres, audacieux et intelligents se trouvent dans la littérature étrangère, notamment anglo-saxonne. Les romans sont révélateurs des us et coutumes et de l'état d'esprit d'une population en un lieu et une époque donnée. En l'espèce, ils reflètent bien la réputation qu'ont les agents de recherche privés, plus connus sous le nom de détectives privés. Depuis des années, les Américains et certains Européens ont favorisé le développement de cette profession qui, en France, a été durablement négligée par les pouvoirs publics. De fait, les activités de la célèbre agence d'Alan Pinkerton, contemporain de Vidocq, étaient bien accueillies aux États-Unis, quand les pratiques d'un Vidocq américain tout aussi célèbre provoquaient crainte, suspicion, voire hostilité en France.
L'image négative des enquêteurs privés en France est largement due au personnage ambigu qu'était Vidocq. L'homme, populaire et inquiétant, a marqué et préfiguré l'évolution de la profession. La société française aime ce type d'ambiguïté. Les Français n'aiment pas voir la vérité en face et préfèrent un monde ludique. Comment expliquer que, d'une part, nos concitoyens n'aiment pas le vol ou toute spoliation, et que d'autre part ils n'aiment pas l'autorité et les forces de l'ordre, encore moins la délation, mais crient au secours au moindre petit problème et se précipitent devant les écrans de cinéma pour voir les histoires de voyous et criminels tels que Mérine. Ce film, rappelons-le, est l'un de ceux qui fait le plus d'entrées en 2008. Les Français préfèrent un bandit assassin qu'ils n'hésitent pas à surnommer un Robin des Bois des temps modernes, mais se moqueront d'un chic type qui aura fait preuve de courage pour sauver une situation en péril. Quant aux policiers ou gendarmes tués lors d'une attaque, l'opinion publique vous dira, ce sont les risques du métier, sans autre émotion. Les journalistes en font très peu cas par manque d'audience. L'excellent livre du journaliste Christophe Deloire, Histoire secrète des détectives privés, relate des histoires qui sont arrivées à des détectives. Pas des histoires de romans de gare, mais des histoires authentiques qu'ont vécues de vrais enquêteurs privés, lesquels ont fini en prison ou sont même parfois morts assassinés, pour l'unique motif d'avoir aidé des pauvres gens en franchissant les limites de la légalité sans volonté de nuisance ni d'enrichissement personnel. C'est un roman qui fait peur, et qu'il vaut mieux lire après s'être engagé dans la profession, pas avant. Les médias font caisse de résonance, écrasant le juste au profit du voyou, sans réaliser qu'ils font plus de tort à notre société qu'autre chose. Pour mieux vendre, ils n'hésitent pas à déformer la réalité ou à en tronquer les éléments importants afin de rendre la situation plus croustillante. Ils prétendent alors que leur auditoire ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Dans ces conditions, peut-être pouvons-nous dire que les Français vivent la situation qu'ils méritent. C'est dans ce contexte que cet ouvrage est rédigé, selon les conseils recommandés à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, INESCI, où la langue de bois ne sera donc pas d'usage. Un livre pour dire que tout va bien ne servirait à rien. Il a pour but de faire apprécier une profession discrète, en reflétant ses réalités, son quotidien, ses inquiétudes et ses attentes. Chapitre 1 historique. Une fois supprimé l'impossible, il ne reste que l'insurmontable. Sir Arthur Conan Doyle prêtait ses propos à son personnage de fiction, Sherlock Holmes, l'un des premiers détectives du genre. Il représente une profession atypique et méconnue encore de nos jours, discrète mais pas secrète. Il est certain que le besoin de renseignement existe depuis la nuit des temps, et existera toujours. L'homme des cavernes avait déjà certainement besoin de savoir ce qui se passait dans les tribus voisines ou encore au-delà des montagnes, avant de lancer une campagne guerrière ou de partir à la chasse. Et il est difficile d'imaginer un monde futur sans renseignement, qu'il soit privé ou gouvernemental. Pourtant, certains politiques souhaitent faire interdire la filature, ce qui reviendrait à interdire la profession et serait une atteinte à la liberté individuelle. Essayons de brosser le profil d'un métier en pleine mutation, un métier qui pendant longtemps n'a pas été reconnu comme tel, celui que l'on a appelé par anglicisme détective privé, qu'il est préférable de nommer enquêteur de droit privé ou encore agent de recherche privé, ARP. L'enquêteur privé est plus proche aujourd'hui des métiers de robe que des métiers d'épée. En effet, depuis la loi de juillet 1983, modifiée le 18 mars 2003, dite loi Sarkozy sur la sécurité intérieure, ce métier d'enquêteur est drastiquement réglementé, proche du parquet. Les historiens avancent que c'est au XVIIe et XVIIIe siècle que la sécurité devient véritablement un droit défendu par la force publique. La sécurité est un principe fondateur de la République française. Elle figure parmi les droits naturels et imprescriptibles de la personne. La sécurité intérieure est un concept récent qui rend compte d'une analyse globale des risques, des menaces et des agressions, dans le sens large ainsi que des politiques, des stratégies, des dispositifs et des pratiques pour y faire face. À la fois fondement et produit de la cohésion sociale, la sécurité intérieure est un concept en évolution permanente. Mais on peut rester persuadé que la recherche d'informations est l'un des plus vieux métiers du monde. En effet, il est impossible de douter que nos ancêtres ne s'intéressaient pas aux activités de leurs voisins, de leurs concurrents, de leurs ennemis.
C'est déjà le renseignement économique et militaire, ce que les anglo-saxons appellent l'intelligence. La nécessité du renseignement fait partie intégrante des exigences de la nature humaine. C'est-à-dire qu'il a sa place dans la pyramide des besoins de Maslow et Henderson. Les sociétés actuelles, toujours plus complexes, développent des dispositifs de sécurité à la mesure de cette complexité. L'offre de sécurité se diversifie, mais ne répond pas pour autant à toutes les demandes issues des déficits de la cohésion sociale. En se diversifiant, le champ de la sécurité s'élargit. C'est la raison pour laquelle la notion recouvre un domaine plus vaste que les seules garanties juridiques dues à la protection des personnes et des biens. Dans ce contexte, l'enquêteur privé a une place sociale à tenir, complémentaire de celle de la sécurité intérieure publique. Depuis très longtemps, les Français sont fascinés par les romans policiers, d'espionnage et autres aventures de détectives, sans comprendre exactement l'utilité et le sens de ce réel métier. Vidocq, personnage mythique et ambigu. On pourrait imaginer que la profession soit née aux États-Unis, mais la réalité est plus simple. L'ancêtre du privé n'est autre que l'aventurier François-Eugène Vidocq, 1775 à 1857, ancien bagnard devenu par la suite chef de la sûreté. Vidocq, également sujet de films et séries télévisées, est une figure emblématique du détective privé à la française. Il a largement contribué à mettre la profession sur le devant de la scène, connu alors sous le nom d'agent d'affaires. En effet, lorsqu'il ouvre son bureau de renseignements universels en 1832, dans les mauvais quartiers de l'époque, près du Louvre, au 12 de la rue de la Cloche-Percée, cela ne s'invente pas, une centaine d'agences d'affaires est déjà inscrite dans l'almanach parisien. Il n'est donc pas le premier mais il sera le plus médiatisé et surtout ses pratiques vont orienter la profession vers un aspect plus policier. L'enquête et le renseignement privé. Dans le même temps, les moyens utilisés par Vidocq vont être utilisés pour jeter le discrédit sur cette profession émergente, qui se débarrassera difficilement de cette mauvaise réputation. L'analyse de la vie de Vidocq et des deux plus grands procès qui lui ont été intentés, en 1837 et 1843, permet de retrouver et de comprendre les critiques dont les détectives vont faire l'objet tout au long de l'existence de leur profession, en France jusqu'à nos jours. Né en 1775, Vidocq passera plusieurs années au bagne durant la monarchie de Juillet en 1830. La profession se verra longtemps reprocher d'attirer dans ses rangs des personnes au passé douteux, voire criminel. Sa célèbre maxime « Pour pouvoir découvrir les voleurs, il faut l'avoir été soi-même » est toujours martelée dans les couloirs des commissariats et des écoles de police. Nombre d'hommes de loi, avocats ou magistrats, ont contribué à répandre l'image de détectives sans bagage intellectuel ni honorabilité. Selon eux, ces privés s'orientent vers cette profession faute d'avoir réussi à devenir juriste ou policier. Cette représentation a été renforcée par les méthodes utilisées par Vidocq pour résoudre certaines affaires. Leur caractère clairement répréhensible ont fait le lit des critiques adressées à toute la profession. Lors de ces procès, il lui sera reproché, entre autres, de pratiquer enlèvement, séquestration, vol de la correspondance, chantage, exactions habituellement réservées au monde de la pègre, auquel l'image de la profession est longtemps restée associée. Circonstance aggravante pour nous, Vidocq, ancien bagnard, est nommé pendant 6 mois seulement chef de la brigade de la sûreté parisienne, c'est-à-dire policier au service du gouvernement. Il sera accusé d'avoir bénéficié des confidences de ses anciens collègues pour faire prospérer ses affaires. Pratique inacceptable pour les pouvoirs publics qui estimaient qu'il concentrait entre ses mains tous les renseignements possibles, sans contre-pouvoir, dans un but uniquement commercial. Vidocq détective se comportait comme un patron de la sûreté, qu'il n'était plus. En 1843, le principal chef d'accusation porté contre lui fut celui d'usurpation de fonctions publiques, d'arrestation et de séquestration arbitraire. Plus tard, le législateur encadrera la profession en posant des conditions à la reconversion des anciens policiers ou gendarmes dans le privé. Vidocq avait ouvert son agence dans le but affiché de défendre le commerce contre les voleurs et les débiteurs. Il diversifia son activité en s'occupant, comme les autres agences de l'époque, d'affaires intimes et familiales. De nombreuses personnes faisaient ainsi appel à ce type de service pour régler des successions ou confondre une femme fautive.
La brigade des cocus avait fait son apparition. L'activité des détectives fut donc très vite dépeinte comme infamante et suspecte, notamment par les policiers, les journalistes et les magistrats qui craignaient d'y reconnaître de solides rivaux. L'État, quant à lui, soupçonnait la profession d'empiéter sur ses prérogatives de puissance publique. On notera que les problématiques de cette profession à l'époque de Vidocq sont toujours d'actualité. De nos jours, certains enquêteurs sont fiers de se dire descendants de Vidocq, mais en réalité, s'il est à l'origine de la profession, il en a massacré durablement l'image dans l'inconscient collectif. Les séries télévisées ont rendu sympathique le personnage. La réalité est tout autre. Il est mort dans la misère, détesté de tous, en laissant un souvenir peu élogieux. Les temps modernes. Pour l'anecdote, on notera encore qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un jeune débutant, Charles Pasqua, fils de l'un des chefs de la police locale, ouvre son agence de détective et d'enquête à Grasse. Devenu ministre de l'Intérieur en 1995, il a presque réalisé l'exploit de faire obtenir le titre d'auxiliaire de justice aux détectives privés. En Amérique, c'est Alan Pinkerton qui a marqué le métier en trouvant la solution à une série de vols dans les trains. Il sauva la vie d'Abraham Lincoln et travailla ainsi pour les services secrets. Son agence, connue pour sa devise We Never Sleep, nous ne dormons jamais, illustrée par un œil grand ouvert, connaît toujours un grand succès au XXIe siècle. En France, on ne trouve pas mieux que de le ridiculiser en falsifiant l'histoire. Le détective est dépeint comme un anti-héros aux méthodes douteuses, adepte de la tolérance zéro. Tout cela contribue au pourrissement de la situation, en général. Malgré les critiques et les attaques régulières, la profession se développe. De leur côté, les pouvoirs publics attendront plus d'un siècle pour l'encadrer. Ce faisant, son existence et par là même son utilité, sont reconnues. En fait, le législateur intervient pour la première fois sous le gouvernement de Vichy en 1942 par un décret-loi. Celui-ci, très succinct, s'attache notamment à interdire aux Juifs l'accès au métier de gérant ou dirigeant d'une agence privée de recherche. L'époque est trouble et dangereuse. Toujours est-il que la profession de détective acquiert à ce moment-là son premier statut légal. Après la libération de 1944, une ordonnance rétablit les lois républicaines et celle de 1942 est modifiée. Puis 40 ans plus tard, elle est complétée par le gouvernement 12 juillet 1983. Le texte assez sibyllin ne sera complètement refondé que 20 ans plus tard par la première loi moderne de sécurité intérieure, le 18 mars 2003. Ce texte assez long qui s'appelle Loi de 83 modifiée, met en place un véritable dispositif visant à moraliser et à contrôler les professions de la sécurité, en créant un titre spécifique aux enquêteurs privés, titre 2. 8 années passent encore et ce titre 2 qui reconnaît et protège la profession, est maintenu dans la nouvelle loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, dite LOPSI 2. Agent d'affaires, détective privé, enquêteur privé, les appellations multiples varient selon les époques. La loi 891 du 28 septembre 1942 disait agent privé de recherche, ce qui ne contribua pas à leur donner une image sérieuse. Certains iront jusqu'à ironiser en disant qu'ils sont bien privés de recherche. En 2003, cette appellation devient dans les textes « agent de recherche privé » ARP. Cela dit, les termes de détective ou d'enquêteur privé restent les plus utilisés par le grand public. Longtemps négligée par le législateur, la profession fut également mise de côté par les historiens au profit des autres métiers de la sécurité privée, qui regroupent les activités de surveillance et de gardiennage, de convoyeurs de fonds et de protection rapprochée. Les ARP ont longtemps été rattachés au métier de la sécurité par la même nomenclature 746Z du Code de nomenclature des activités françaises, NAF. Ils restent cependant en marge, difficilement classables et font l'objet de peu d'études. Le 2 janvier 2008, l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, révise ces textes et leur attribue 2 codes spécifiques distincts des métiers de la sécurité. Il s'agit des codes 80.30Z, pour les activités d'enquête privée et 80.30.10 pour les services d'enquête et de détective. Cette nouvelle nomenclature précise bien qu'elle ne comprend pas les activités de sécurité privée.
Rappelons que ce code économique n'a aucune valeur juridique, il est exclusivement statistique. Des enquêteurs privés peuvent fort bien être classés dans d'autres rubriques s'ils ne souhaitent pas apparaître dans celle-ci, ou s'ils exercent plusieurs activités compatibles avec la réglementation, par exemple, conseil en entreprise. En raison des enquêtes de droit pénal qu'ils peuvent réaliser, leur profession a été parfois dénommée police privée, appellation utilisée à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la fin des années 60. Mais ils n'exercent pas pour autant de réelles missions policières. Ils interviennent en fait essentiellement dans des domaines où la police officielle n'a pas de mission, n'a pas les moyens d'intervenir, ou bien intervient mais avec un objectif bien différent. L'appellation police privée a disparu après quelques abus, des irresponsables jouaient sur la confusion du titre de police. 2 siècles après l'apparition de cette profession dans le paysage français, la question de sa place dans notre société se pose donc toujours. Force est pourtant de constater que malgré de puissantes résistances, la profession d'ARP a été reconnue par la société française avant de l'être par le législateur. Cependant, celle-ci reste sujette à critique en raison de la persistance de pratiques professionnelles contestables, signe d'un encadrement et d'un contrôle mal définis, quoi qu'en disent certains cadres du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture de police de Paris. Pis encore, il existe des détectives clandestins sans foi ni loi, non diplômés, non déclarés en préfecture et parfois au casier judiciaire chargé, ou encore des policiers à la retraite et même pire en activité. Certains syndicats professionnels parfois en collaboration avec les préfectures, notamment à Paris, font ouvertement la chasse à ces clandestins. Les plaintes sont motivées au titre de la violation de l'article 31 de la loi de 83 modifiée 2003, pour exercice illégal d'une profession réglementée et escroquerie. Autant la préfecture de police de Paris accueille les plaintes des syndicats professionnels, autant certaines préfectures de province restent étrangement muettes à leurs doléances. Le CNAPS prend le relais progressivement, raison pour laquelle il est important qu'une représentativité syndicale active et forte y soit présente. Les enjeux sont importants, les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ces détectives amateurs, parfois d'anciens policiers ou militaires, parfois des comparses d'avocats peu scrupuleux, font un tort considérable à la profession. Certaines victimes escroquées s'adressent en dernier recours aux syndicats professionnels dont le pouvoir d'action est malheureusement très limité. Le travail des responsables de ces syndicats est totalement bénévole et leurs moyens se limitent à ceux du simple ARP, c'est-à-dire à pas grand-chose, afin de lutter contre une fraude et une concurrence déloyale envers leur propre activité, un comble. En 2008, grâce à une étroite collaboration du Syndicat national des agents de recherche privés, France Détective avec la préfecture de police de Paris, 4 faux détectives ont été mis en examen. En 2009, cette délinquance a augmenté. En période de forte crise économique, les clandestins sortent du bois. Les petites annonces, sobres mais claires, parfois farfelues, se développent discrètement sur Internet et autres médias. On trouve même parfois des propositions de formation ARP, non reconnues, onéreuses et dont le diplôme est sans aucune valeur. Il s'agit encore d'une véritable tromperie envers des chômeurs ou des gens mal informés en quête de construire leur avenir. Chapitre 2 – La profession. Les schémas types dans l'inconscient collectif sont innombrables. Tandis que Vidocq laisse une image négative du détective en France, c'est en Amérique qu'Alan Pinkerton crée non seulement une entreprise prospère, mais développe une profession reconnue d'utilité publique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe et particulièrement en France, la profession est à nouveau marquée par des personnages peu fréquentables de par leurs activités occultes pendant l'occupation allemande, et qui, faute de trouver un emploi, ouvrent leur cabinet d'investigation. Comme à l'époque de Vidocq, on parle à nouveau de police privée ou encore d'agents d'affaires. Début 1960, la France entière entend parler du service d'action civique, plus connu sous le trigramme du SAC. Le service déclare à la presse qu'il se doit d'apporter un soutien inconditionnel à la politique du général de Gaulle. Il recrute parmi les militants gaullistes mais aussi dans le milieu, la police ou encore l'armée. Charles Pasqua, ancien détective privé, on l'a vu, mais aussi cadre supérieur chez Ricard, sera parmi les fondateurs.
L'histoire publique dit qu'Étienne Léandri était également cofondateur et peut-être ancien collaborateur reconverti dans le trafic de drogue, et protégé par la CIA pour ses activités anticommunistes. Joatia ou Christian David, dit le beau Serge, et d'autres éléments de la pègre avaient été déportés, certains avaient rejoint la résistance, créant ainsi des liens forts. Après-guerre, bon nombre de voyous de l'époque possédaient la carte du sac. Plusieurs d'entre eux se mettent alors à leur compte en créant soit des sociétés de sécurité ou de détectives privés, voire les deux. Ils ont continué à nuire à l'image de la profession. Ces hommes, souvent sans foi ni loi, n'ont jamais hésité à pratiquer la politique de corruption de fonctionnaires, à utiliser de fausses cartes de police, le crochetage de serrures, les cambriolages, les écoutes illégales, voire les armes à feu. Puis encore, on a vu et on voit toujours des détectives endosser ce style de pseudo-bandits en utilisant ces méthodes. Surnommés à juste titre les barbouzes du privé, ils coulent totalement l'image de la profession en France et détruisent les efforts d'entente des confrères au sein de la profession. Ils interdisent ainsi la construction de syndicats professionnels forts. On comprend mieux ainsi pourquoi Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il remanie en mars 2003 la loi sur la sécurité intérieure, sépare bien les agents de recherche privés des autres métiers de la sécurité, gardiennage, protection rapprochée, convoyeur de fonds, en créant deux titres distincts et incompatibles dans la loi. Et pourtant, il n'a pas la réputation d'apprécier les détectives. La loi sépare bien les métiers de gardiennage et de sécurité privée, d'avec ceux de l'enquête privée, ce qui protège ces derniers d'une éventuelle domination des géants de la sécurité privée. Certains ARP n'ont toujours pas compris cela. De nos jours, la profession continue de trimballer cette image de barbouze, d'officines obscures, de brigades des cocus, de fouilles poubelles, et d'autres encore, et la presse aime bien parfois s'en moquer. L'inconscient collectif français est tellement marqué par des clichés stéréotypés que la profession reçoit parfois d'étonnantes demandes de candidature spontanées. De véritables perles d'individus fous furieux, et d'une vanité sans borne. Voici un exemple de courrier. On me dit fouilleur de merde, fouilleur de poubelle, jusqu'au boutiste, capable de dégoter des informations avec peu de moyens. Quand on veut, on peut, telle est ma devise. Et ceux qui me connaissent s'accordent pour dire que je suis une taupe formidable. Je me rappelle souvent cet épisode où tel haut responsable du ministère se décomposait à la vue des informations auxquelles j'avais eu accès si facilement. Parfois, médiocre dans les tâches générales, je me révèle d'un incroyable talent dans les affaires complexes et enchevêtrées où tout est abscon. Accessoirement, vous trouverez ci-joint mon CV. Je pense avoir un casier judiciaire vierge, même si j'ai été suivi par les RG pour mes opinions politiques et religieuses parce qu'elles ne riment pas avec l'eau de rose. Et de conclure par « Vous passeriez peut-être à côté de quelque chose si vous ne me contactiez pas. » Rien que cela. On croit rêver en lisant de telles lettres de demande d'emploi. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Même les malades mentaux ou les provocateurs. Certains candidats pensent être au-dessus des lois, et sont complètement intoxiqués par les séries télévisées et livresques. Ce type de mauvais esprit peut être extrêmement dangereux pour la profession et les clients. Il est évident que certaines personnes imaginent encore que le détective privé peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Une sorte de mercenaire qui, pour une poignée d'euros, fera ce qu'on lui demande sans poser de questions. Le détective n'est pas un magicien, et heureusement que l'État l'a bien compris en verrouillant l'accès à la profession. Peut-on espérer que les choses évolueront positivement ? Difficile de l'affirmer, selon certains retraités de la profession ou encore quelques officiers de la police. Au niveau de la politique politicienne, la profession d'enquête privée dérange, comme tout ce qui touche aux relations entre les privés et la sécurité car ce domaine est considéré comme régalien. Le problème tient au fait que l'État ne peut pas tout faire et qu'il se voit contraint de tolérer des entreprises privées qui font de la sécurité sous diverses formes et à des fins également très diverses. Cela est clair. Pour ce qui concerne exclusivement l'enquêteur privé, elle serait beaucoup plus gênante si elle était représentée officiellement par des personnes crédibles. Il vaut donc mieux privilégier et encourager les nuls qui ne présentent aucun danger et ne demandent qu'une seule chose, une reconnaissance personnelle, qui les satisfasse pleinement. Mais c'est une erreur de fond.
Les syndicats sérieux pensent qu'il faut des compétences sanctionnées par un vrai diplôme, ce que fait la faculté Paris 2 Assas. Dans l'inconscient collectif de la population française, le détective est un homme armé qui connaît toutes les ficelles et méthodes de basse police, peu regardant des textes de loi, équipé d'outils électroniques pour espionner tout le monde, un passe-partout dans les poches et surtout un appareil photo magique. En rêve peut-être ? Pour la majorité des policiers, lorsqu'ils vérifient sur le terrain leur activité, en viennent à poser presque toujours les mêmes questions. Vous avez le droit de porter une arme ? Combien ça gagne votre profession ? Toutefois, on peut positivement observer que de plus en plus, la loi de 1983 modifiée 2003 qui régit les ARP, voire plus loin, est connue des policiers sur le terrain et le fait de présenter la copie de son agrément préfectoral suffit à faire tomber la pression lors d'un contrôle. La presse. Tous les médias confondus ont un rôle à jouer dans les sociétés démocratiques, pour garantir les libertés fondamentales et la libre circulation des idées. Cela dit, à force de trop vouloir en faire, à trop vouloir être libérale et démocratique, la presse joue les apprentis sorciers et ne cesse de chercher le vice et le mal, là où il n'existe pas toujours. Ainsi, au risque de maltraiter ces mêmes libertés fondamentales qu'ils prônent, certains journalistes, qui bafouent leur déontologie, n'hésitent pas à ignorer totalement la présomption d'innocence et la vie privée des citoyens. Surtout, lorsque la cible est dans leur collimateur, et le coupable désigné à l'avance. Les ARP sont souvent pris pour cible. Heureusement, ce fait n'émane pas de la majorité des journalistes. Dans le cas d'affaires célèbres, ces mêmes journalistes n'hésitent pas à acheter aux policiers de l'enquête, ou encore aux avocats peu scrupuleux, des éléments strictement confidentiels, directement extraits de la procédure d'enquête en cours d'instruction pour les publier tels quels. Sauf erreur, cela s'appelle également de la corruption de fonctionnaires. Lequel n'hésite pas à prêcher la vertu et dénoncer la tricoche, par ailleurs. Peut-on penser qu'il existe une justice pour les uns et une autre pour les professionnels de l'information qui seraient alors au-dessus de tout soupçon, dans le seul but de vendre du papier ? Comment et par quelle méthode certains journalistes se procurent leurs informations ? Il n'y a pas de réponse au nom de la liberté de la presse. Mais cette liberté protégée de l'information n'existe pas pour les ARP diplômés et agréés par l'État. Un détective qui fait cela pour aider une victime et faire éclater la vérité au tribunal, est accusé de corruption active de fonctionnaires, perd son agrément préfectoral, ne peut plus travailler et risque la prison et de fortes amendes. Quelle déontologie et pour qui ? Une fois n'est pas coutume, le 6 mars 2009, lors des États généraux des détectives à Paris, l'ensemble de la presse a unanimement été positif pour la profession. Un tel événement n'avait pas eu lieu depuis fort longtemps. On ne peut que déplorer d'avoir vu certains journalistes, surtout de la télévision, utiliser un amalgame entre les méthodes légales et ce qui ne l'est pas, pour vendre de l'audimat et du sensationnel au détriment de la véritable information. Le mal est fait, le public retient ce type d'erreur. Le lecteur d'un journal ou le téléspectateur ne retient que le négatif, particulièrement en France. Encore une fois, personne n'aime savoir que les trains arrivent à l'heure. Les journalistes aiment mener l'enquête sur la profession. La presse écrite ou radiophonique ne pose aucun problème. Les reportages télévisés sont beaucoup plus risqués pour les détectives, car l'impact télévisuel est très important, sans pour autant rapporter des affaires comme l'espèrent certains amateurs de sensationnel. Alain Juillet venait de dire à ce même congrès : « Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes de petite vertu dans Paris, que toutes les Parisiennes sont des prostituées. » L'exemple est connu et simpliste, mais tout le monde comprend. Sur Internet Wikipédia on peut lire « Fils du ministre Jacques Juillet, neveu de Pierre Juillet,
administrateur d'entreprise et éminence grise avec Marie-France Garot de Georges Pompidou, Alain Juillet a été dirigeant d'entreprise puis haut fonctionnaire. Après ses études universitaires et un premier passage pendant 5 ans au sein des commandos parachutistes dans la division action du SDECE, l'ancêtre de la DGSE, jusqu'en 1967, Alain Juillet intègre ensuite plusieurs grandes entreprises nationales et internationales. Il intègre ainsi la société Ricard jusqu'en 1985, où il finit en qualité de directeur général commercial. Puis il réalise la première certification ISO 9002 du groupe Suchard. De 1989 à 1992, il devient directeur général de l'Union laitière normande. Il procède alors au redressement industriel et commercial du groupe, et avec l'appui des pouvoirs publics, il assure la transmission au groupe Bongrain, évitant ainsi un dépôt de bilan impactant 22 000 producteurs. Lorsqu'il quitte le groupe, le chiffre d'affaires est de 2,5 milliards d'euros pour 6 000 collaborateurs répartis sur 21 sites de production et de stockage. De 1992 à 2001, il procède au redressement de 2 autres entreprises, la Générale Ultra Frais, filiale du groupe Andros, et France Champignon, avant de développer une activité de conseil en stratégie et développement à l'international pour de grands groupes français et étrangers. En 2001, il accepte de prendre en charge, en qualité de PDG, la liquidation de Marks & Spencer et assure le reclassement de tout le personnel. Parallèlement à sa carrière professionnelle, il demeure affecté dans la réserve opérationnelle jusqu'en 2004. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.